Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau webinaire avec 3 intervenants de renom de la société Edmond de Rothschild Asset Management. Donc, nous vous avons réunis aujourd'hui pour vous présenter deux fonds vedettes de la maison de gestion. Et nous aurons donc 3 participants. Donc, dans un premier temps, Philippe Courmont, qui va nous présenter justement donc, la société, ses différentes caractéristiques. Puis nous aurons Sophie Monnier et Isabelle Carpentier pour justement nous expliquer un peu quelles sont les grandes caractéristiques de ces deux fonds vedettes. Alors, tout d'abord, bonjour Philippe. Bonjour Hélène. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, alors, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'histoire d'Edmond de Rothschild Asset Management? Écoutez, c'est une famille qui a une longue histoire, puisque ça démarre il y a un peu plus de 250 ans, avec Mayer Amschel Rothschild et une famille de longue lignée qui a pour but de transmettre un patrimoine de génération en génération, donc avec une vision long terme, et qui a bâti, j'allais dire, la partie financière de ses activités en 1953, basée sur 2 activités principales, l'activité de banque privée d'un côté et de gestion d'actifs de l'autre. Alors, la spécificité de notre maison, je dirais l'ADN de cette maison, c'est une maison audacieuse qui souhaite bâtir l'avenir, contribuer à bâtir l'avenir en investissant sur le long terme dans l'économie réelle. Alors, quand j'entends l'économie réelle, ce sont les infrastructures, ça peut être le secteur de la santé, ça peut être le secteur plus innovant, on va bientôt parler du big data dans un instant. Voilà, c'est d'avoir une vision innovante et une vision sur le long terme. Alors après, aujourd'hui, on est un acteur multispécialiste. L'objectif, c'est de créer de la performance sur le long terme, comme je le disais, mais en faisant bien attention au niveau des risques, puisqu'on s'adapte au niveau de risque que souhaite votre clientèle. Alors, quelle est la principale valeur ajoutée justement d'Edmond de Rothschild Asset Management aujourd'hui? De quelle manière cette maison se distingue de ses concurrentes finalement? Écoutez, on essaye d'être spécialiste sur un certain nombre de sujets. On ne peut pas être sur tous les sujets, donc on essaye de faire peu de choses, mais bien, et même très bien, pour le meilleur service à votre clientèle ou à la clientèle en général. La première chose, c'est qu'on est un acteur multispécialiste. On est amené à gérer des actions, des obligations. On est un spécialiste aussi de l'allocation d'actifs, parce que c'est très important pour générer de la performance dans le futur, mais ça peut être également sur la gestion de devises ou de gestion d'actifs liquides comme du private equity, par exemple. Nos gérants sont à la fois analystes et gérants. Donc ça, c'est très important parce qu'ils vont rencontrer les dirigeants d'entreprise. Il n'y a pas de miracle. Pour créer de la performance, il faut être au plus proche des entreprises, aller rencontrer le management de ces entreprises, leur poser des questions parfois difficiles, mais qui nous permettent de nous forger une opinion forte et avoir des convictions fortes en matière de gestion. C'est comme ça qu'on va pouvoir bâtir un portefeuille solide en éliminant au maximum les risques et en créant de la performance, voire de la surperformance sur le long terme. Alors, au-delà de ses produits et de ses gérants, la maison se distingue également par ses services, justement, donc des services de qualité pour répondre au mieux à la satisfaction des clients. Est-ce que vous voulez bien nous en parler? Oui, c'est important. On a la chance de travailler dans une maison très prestigieuse, Edmond de Rothschild Asset Management, et on veut apporter le meilleur à la fois en matière de gestion, mais en matière de service également. Alors, la première chose qu'on vous doit, c'est la transparence. La transparence, c'est de vous expliquer très clairement, avec des termes simples, ce que l'on fait dans nos portefeuilles, les différentes lignes que l'on construit, la répartition des portefeuilles pour générer cette performance en limitant les risques. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on a envie de vous accompagner sur des formations pédagogiques pour que vous maîtrisiez de mieux en mieux un univers qui nous passionne, c'est le monde économique et le monde financier. Donc, on fait régulièrement des présentations et des formations auprès de conseillers financiers ou auprès de clientèle finale utilisatrice de nos expertises. Comme c'est le cas aujourd'hui. Exactement, tout à fait. Donc, Philippe, merci énormément pour ces différents éléments d'information. Merci beaucoup. Donc, à présent, on va laisser place justement à Sophie Monnier et Isabelle Carpentier pour nous expliquer un peu donc les grandes caractéristiques de ces deux fonds. Alors, ces deux fonds, leur appellation, c'est le fonds Big Data dans un premier temps et le fonds Income Europe dans un second temps. Alors, Isabelle et Sophie, merci beaucoup justement de nous avoir réunis. Alors, donc voilà, donc on va dans un premier temps essayer d'expliquer aux clients la genèse de ces deux fonds.
Donc Isabelle, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous expliquer un peu le fonds Income, en fait, justement, donc de quelle manière il a été créé, pourquoi? Alors, pour ce qui me concerne, c'est plutôt le fonds Big Data dont je vais vous parler, mais Sophie parlera d'Income juste après. Donc, le fonds Big Data est un fonds donc action thématique, comme son nom l'indique, investi sur la thématique du Big Data. Ce fonds a été créé donc il y a quasiment 3 ans. On va fêter en septembre les 3 ans du fonds, avec l'idée initiale qu'on ne pouvait pas passer à côté de la révolution des données qu'on est en train de vivre. Et en fait, cette révolution des données, elle peut donner le tournis, parce que si on regarde les données, effectivement, 90% des données qui nous entourent aujourd'hui ont été créées dans les 2 ans qui viennent de se passer. Et on estime que dans les 5 ans qui viennent, ce nombre de données va être multiplié par 8. Donc, nous, de notre côté, chez Edmond Rothschild, on s'est dit, mais l'exploitation de ces données, ça va être une nouvelle source de valeur ajoutée. Et donc, cette nouvelle source de valeur ajoutée pour les entreprises, c'est quelque chose qui va permettre justement d'aller créer de la valeur. Donc, nous allons chercher dans ce fonds à sélectionner les entreprises qui, d'un côté, utilisent le big data dans leur activité, à savoir les acteurs technologiques, d'un côté, mais aussi des acteurs plus traditionnels qui ont commencé à faire de la digitalisation de leur activité une source de création de valeur. On parle donc ici d'un fonds transversal investi sur l'ensemble de la thématique. C'est une thématique de long terme, on pense qu'on en est qu'au début. Et donc, à nous de sélectionner les entreprises qui vont créer de la valeur grâce à cette thématique. D'accord, ça c'est pour le fonds donc Big Data d'Isabelle. Sophie, le fonds Income Europe, justement, à quelle opportunité d'investissement est censé répondre ce fonds en particulier? Alors, le fonds EDR Fund Income Europe est un fonds diversifié qui a un objectif de long terme supérieur à 5 ans, d'avoir un rendement régulier, récurrent de 4%, 4 à 5% par an. C'est un fonds en fait qui a vu sa création en décembre 2013 dans un contexte où les banques centrales émettaient beaucoup d'argent sur le marché, où les prix étaient de plus en plus élevés et les rendements de plus en plus faibles. Donc on était face à un univers où les investisseurs étaient à la recherche d'un rendement régulier, pérenne, dans un contexte de taux extrêmement bas. Et donc on a voulu créer ce fonds diversifié, à la fois investi en obligations et en actions, se concentrant sur les entreprises européennes qui forgent l'économie actuelle et qui va se concentrer sur les sociétés qui seront aptes à générer des flux de trésorerie de manière à les distribuer à travers soit les dividendes pour l'actionnaire, soit à travers les coupons pour les créanciers. Et c'est souvent une source de revenus, le dividende, qu'on sous-estime dans un investissement. Juste à titre d'illustration, je pense que vous l'avez en tête, mais le CAC 40 aujourd'hui est à un niveau de 5425 autour. Si vous prenez les dividendes réinvestis, CAC 40 avec les dividendes réinvestis, on est au-delà des 11 100 points, soit 2 fois plus. Donc se priver du rendement du dividende, c'est se priver de plus de la moitié finalement de l'investissement action. Donc Income Europe a vraiment ce but de générer le rendement régulier de 4% grâce notamment aux dividendes et aux coupons. Alors, on l'aura compris, donc en fait, 2 fonds de qualité qui ont vocation à s'inscrire sur le long terme. Simplement, avant de passer aux autres caractéristiques qui distinguent ce fonds, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez à tout moment poser vos questions. Donc voilà, nos experts se feront un plaisir d'y répondre à la fin justement donc, de cette présentation. Justement, peut-être pour continuer à parler de ces fonds, ils se distinguent également par leur équipe de gestion. Donc une équipe de gestion expérimentée d'une part et qui travaille en totale collégialité. Est-ce que vous voulez bien nous en dire plus, Sophie? Oui, tout à fait. En ce qui concerne le fonds Income Europe, il y a 4 gérants analystes, comme Philippe vous l'a expliqué en amont de cette présentation. Nos gérants sont à la fois gérants et analystes. Ils sont au nombre de 4, avec 2 gérants spécialisés sur les actions européennes, que sont Pierre Nebout et François Breton. Par ailleurs, Pierre Nebout gère un autre fonds emblématique de la maison qui est EDR Tricolore Rendement. Et puis après, vous avez 2 autres spécialistes obligataires,
gérants du fonds également, que sont Julien de Saussure et Alexis Fauré. Vous l'avez dit, c'est une gestion collégiale. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie simplement que le fonds n'est pas traité en deux poches distinctes, action d'un côté et obligation de l'autre. Il est géré comme dans un ensemble cohérent et tout à fait intégré. Par ailleurs, les gérants, bien évidemment, interagissent de façon quotidienne. Ils sont sur les mêmes bureaux. Et puis, il y a des réunions hebdomadaires qui réunissent nos gérants analystes et moi également en tant que product spécialiste sur ce fonds, afin de faire une revue de performance et une revue de positionnement du portefeuille chaque semaine. D'accord. Alors, justement, donc Isabelle, la compétence, l'expérience et la cohésion sont également les points forts de l'équipe de gestion de Big Data. Vous voulez bien nous en parler davantage? Oui, alors dans le cas de Big Data, donc effectivement, le fonds est géré au sein de l'équipe Action Internationale, puisque comme je vous l'ai dit, c'est un fonds global. Donc, il est co-géré par Jacques-Aurélien Marciro et Nanzang. Donc, Jacques-Aurélien est dans la maison depuis 2009. Et en fait, ce fonds a été créé un peu sous son impulsion parce que dès le départ, il avait en charge le suivi des valeurs technologiques au sein de l'équipe. On va dire que c'est le spécialiste techno de la maison. Donc, en 2015, quand on décide de lancer ce fonds, évidemment, il a le lead sur le portefeuille. Nan l'a rejoint donc, au moment du lancement, quasiment, et donc tous deux forment un binôme sur la sélection de l'ensemble des valeurs du portefeuille. Pour l'aspect valeurs technologiques, ils sont tous les deux à même de, seuls, on va dire, de sélectionner ces titres. Comme je vous l'ai dit, on parle d'un fonds thématique, donc pas uniquement sectoriel, et donc pour tout ce qui est valeurs non technologiques, il se repose également sur l'expertise d'autres gérants de la maison. C'est vrai que Sophie parlait de Pierre Nebout, qui est quand même un gérant sur les actions françaises depuis maintenant plus de 20 ans. Typiquement, pour la sélection de titres, pour valider une conviction, les deux gérants auront bien évidemment recours aux autres gérants de la maison. Donc, c'est un vrai travail d'équipe entre les actions, quelle que soit la zone géographique. On va chercher l'expertise du gérant de la maison Edmond Rothschild. Donc, avec l'idée que l'union fait la force, en fait. Exactement. D'accord. Alors, peut-être éventuellement nous parler, donc dans un second temps, de la gestion, en fait, du processus de gestion en tant que tel et de ses caractéristiques, mais surtout de sa valeur ajoutée de ce process d'investissement. Isabelle, dans un premier temps, comment le fonds Big Data se distingue-t-il là aussi des concurrents qui pourraient répondre plus ou moins à la même thématique? Alors, effectivement, il y a trois éléments importants. D'une part, on fait une gestion fondamentale. Comme je viens de l'expliquer, nous, on sélectionne des titres, des valeurs que l'on va mettre en portefeuille. On a une approche bottom-up. Au départ, Big Data, on regarde le prisme du Big Data et ensuite, on sélectionne nos titres en procédant à une analyse classique. On va déterminer un niveau de valorisation d'une société et on va la choisir pour ses qualités intrinsèques et pour son potentiel. C'est le premier point, la gestion fondamentale. La gestion transversale, et c'est là où effectivement on va se distinguer. Comme je vous l'ai dit, là aussi, on est véritablement sur exactement toute la thématique du Big Data, c'est-à-dire que c'est parfaitement transversal. Chez nos concurrents, vous allez trouver des fonds qui vont aller traiter d'une application ou d'une autre dans le Big Data. Ce n'est pas notre cas. Nous voulons partir de la thématique mère, le Big Data, et intervenir sur toute cette thématique. Ce qui signifie que dans cette gestion transversale, nous, on va avoir deux grands piliers d'investissement. Le premier, les sociétés technologiques. Dans ces sociétés technologiques, on va aller chercher deux types de sociétés. Le premier type de société, ça va être les sociétés que l'on va appeler les data collectors, qui sont les sociétés qui, aujourd'hui, nous fournissent les données, qui les organisent, à l'image d'un Google, bien évidemment, qui est un acteur incontournable dans ce domaine, et qui fait partie de notre portefeuille. Donc, les data collectors sont un pilier de l'investissement. Le deuxième type de société que l'on va aller chercher dans les valeurs technologiques, ça va être les sociétés qu'on appelle les data analytics. Et là, en fait, ce sont des sociétés technologiques qui analysent les données. On va trouver un certain nombre de sociétés telles que des sociétés de logiciels. IBM, par exemple, est une société qu'on a en portefeuille, et je pourrais y revenir si vous le souhaitez, mais c'est vrai que c'est emblématique de la poche Data Analytics. Et le deuxième grand pilier,
donc les sociétés non technologiques, sont les sociétés qui ont fait du digital et de la digitalisation de leur activité un élément différenciant. Et là, le spectre est infini. On va pouvoir trouver toutes sortes de sociétés. Typiquement, BMW pourrait être un très bon exemple parce que BMW est un des précurseurs dans l'automobile et utilise le digital pour assurer aujourd'hui une autre forme d'automobile plus sûre, plus écologique, avec une expérience client qui est plus forte. Et c'est typiquement un des acteurs que l'on a en portefeuille. Et enfin, la gestion de conviction, qu'est-ce que c'est chez nous? Et bien, cette gestion de conviction, c'est qu'on n'est pas attaché à un benchmark. On a un indice de référence qui se trouve être le MSCI Monde parce que nous avons un fonds action global, mais nous investissons indépendamment des pondérations de cet indice. Il se trouve que nous sélectionnons des titres. C'est un portefeuille concentré, en moyenne 50 titres. Et nous investissons sur le long terme. Le turnover est assez faible parce que l'idée, c'est d'aller investir pour le moyen long terme, en moyenne entre 3 et 4 ans. Et donc, on a effectivement, de ce côté-là, une gestion effectivement non benchmarkée et de conviction. D'accord. Sophie, pour le fonds Income Europe, est-ce que justement ce point de vue fondamental, cet aspect conviction et justement cet aspect transversalité sont des éléments que l'on retrouve justement dans le fonds Income? Oui, tout à fait. En fait, le fonds Income Europe, en plus de ne pas avoir de benchmark, comme vous pouvez le dire, Isabelle, sur Data, lui n'a pas même d'indicateur de référence, puisque son objectif est de délivrer à nos clients, aux investisseurs, du 4% par an sur un horizon d'investissement de 5 ans. Donc, par définition, c'est une performance typique, absolue, qui ne tient pas compte d'un univers défini et restreint au sein d'un indicateur de référence. Les gérants vont, encore une fois, chercher à sélectionner des entreprises qui génèrent des flux de trésorerie positifs, afin de les redistribuer à travers soit le dividende pour l'actionnaire, soit le coupon pour le créancier. Il s'agit donc là, dans un second temps, de déterminer quel instrument, dès lors qu'on aura défini l'entreprise éligible à l'investissement, de déterminer quel instrument entre l'action et l'obligation est le plus à même de délivrer ce 4% par an. Par ailleurs, tout cela se fait bien évidemment dans une démarche patrimoniale. Le fonds est un fonds qui a un profil relativement défensif, avec un SRRI de 3. Et donc, il y a une attention particulière, bien évidemment, à la gestion du risque et à la diversification. Donc, le mot, la conviction, ne se retrouve pas nécessairement dans l'idée de concentration du portefeuille, parce que ça va être un fonds très diversifié. À titre d'illustration, vous avez un peu plus de 50 actions dans le portefeuille et plus de 150 émetteurs obligataires. Donc, effectivement, là, vous avez vraiment une vraie diversification en termes d'instruments, de géographie, de secteur et de taille de capitalisation par ailleurs. Donc, vous l'avez compris, le but d'Income Europe n'est pas de promettre monts et merveilles et d'aller chercher nécessairement le dividende le plus élevé, mais vraiment de s'assurer d'avoir ces 4% de façon régulière et récurrente. Parce que si demain, vous cherchez à avoir les dividendes les plus élevés, ça ne suffit pas, car l'année prochaine, ce dividende peut être revu fortement à la baisse. Donc, le but vraiment d'Income Europe, ce sera d'assurer la pérennité et la croissance dans la distribution de dividendes, le paiement de coupons et le remboursement, bien évidemment, de l'obligation à la fin. D'accord. Alors, à présent, justement, si on devait faire une photo du portefeuille pour ces deux fonds, est-ce qu'on trouverait des biais, en fait? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ces biais existeraient? Vas-y, je t'en prie. Alors, sur les biais, bon, il se trouve que dans Data, on est dans un fonds thématique, donc bien évidemment, le biais, c'est le thème. Donc, au-delà de ce thème, ce que sont les valeurs technologiques, on va dire le big data, on va plutôt peut-être trouver des biais dans les valeurs non technologiques. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, un certain nombre d'acteurs ont commencé à faire de la digitalisation un instrument de valeur ajoutée, mais certains secteurs sont plus en avance que d'autres.
Et il se trouve qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on va trouver plus de candidats dans certains secteurs, et je pense particulièrement à l'assurance. L'assurance qui connaît un bouleversement majeur parce qu'on se rend compte que tous les acteurs sont en train d'essayer d'apporter des solutions sur mesure, à l'image de l'assurance automobile qui va tenir compte du profil du conducteur, du nombre de kilomètres parcourus, ou de l'assurance habitation où on va essayer de faire une solution sur mesure par rapport à votre façon de vivre. Donc, dans ce domaine, on a un certain nombre d'acteurs qui sont très avancés. AXA fait partie des assureurs les plus avancés dans ce domaine. D'autres secteurs sont aussi particulièrement avancés, et je pense à la santé. La santé où là, le potentiel d'innovation est absolument non mesurable aujourd'hui. Et je pense que dans la santé, effectivement, le big data va peut-être permettre l'émergence d'une nouvelle médecine, à la fois parce que le big data permet d'améliorer les diagnostics, d'améliorer l'efficacité des traitements, d'améliorer le suivi à l'hôpital. Les solutions sont absolument sans limite. Et c'est vrai que dans la santé, on va retrouver aussi des acteurs importants, des sociétés de logiciels. Je pense à des sociétés qu'on peut avoir aux États-Unis, une société comme Evolent Health, par exemple. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'IBM. IBM, par exemple, a investi pratiquement 7 milliards dans la franchise santé pour justement développer des outils d'aide au diagnostic. Donc, typiquement, des biais sectoriels, oui, on va pouvoir les trouver aujourd'hui, mais demain, ils seront peut-être différents parce que d'autres secteurs seront aussi eux-mêmes très avancés. Des biais géographiques, alors là aussi, c'est effectivement possible. On est sur un fond monde. Clairement, dans la partie technologique, aujourd'hui, on a énormément de candidats aux États-Unis, ce qui fait qu'on est effectivement investi à plus de 50% aux États-Unis. Mais demain, on pourra peut-être trouver, et sans doute d'ailleurs, et c'est d'ailleurs un de nos axes de développement, des acteurs en Asie, en Chine, en Corée, qui sont des acteurs extrêmement importants dans la technologie et qui pourront rejoindre notre portefeuille. D'accord. Et Sophie, est-ce que justement là aussi on retrouve des biais actuellement dans le fonds Income Europe? Oui, tout à fait. Enfin, dans le fonds Income Europe, du fait de son approche finalement patrimoniale, de sa démarche patrimoniale, vous allez retrouver du côté des actions un biais plutôt défensif. Par ailleurs, la poche action est limitée à 50%. Et en moyenne, depuis la création du fonds, depuis bientôt 5 ans, la poche action n'a représenté que guère plus de 20%. Par ailleurs, dans la poche action, on va éviter les valeurs et les secteurs trop cycliques, comme l'auto, par exemple. Et on va également plutôt privilégier des sociétés à taille de capitalisation de grande taille, au-dessus de 5 milliards d'euros de taille de capitalisation. Donc, en revanche, vous allez retrouver des biais plutôt positifs, une vue très constructive sur des secteurs plus défensifs, comme la pharmacie également avec Sanofi, qui a un dividende autour de 4-5%, ou encore des sociétés qui distribuent un dividende régulier en croissance pérenne, comme les pétrolières intégrées, qui ont réussi par ailleurs depuis maintenant ces dernières années à baisser leurs coûts d'investissement, baisser leurs coûts également opérationnels, permettant de distribuer ce dividende à leurs actionnaires. Du côté de la poche crédit, dans la même logique de cet objectif de 4% par an, vous allez retrouver des actifs avec une prime de crédit relativement attractive. Et donc, vous allez retrouver une surpondération des obligations de type à haut rendement, donc avec une notation S&P ou Fitch inférieure à BBB-. Donc, notamment, je pourrais vous citer l'Oxam que nous avons en portefeuille. Vous savez que c'est ce leader européen de la location de matériel et de véhicules BTP, qui a pu offrir un coupon entre 4 et 6% l'année dernière en se finançant sur le marché obligataire. Et puis, vous allez également trouver dans la poche obligataire des banques et des assurances à travers des investissements dans ce qu'on appelle la dette subordonnée financière. Et alors là, attention, on n'ira pas chercher des petites banques périphériques, on va se concentrer vraiment sur les champions nationaux, type BNP, Crédit Agricole, et
lorsqu'on aura donc identifié ces banques ou ces assurances comme AXA aussi, qu'on peut avoir dans le portefeuille income également, on va descendre un petit peu dans le rang de subordination pour aller chercher un petit peu plus de primes de crédit et donc de retour sur l'investissement pour nos clients. Isabelle, est-ce que justement ces trois volets, diversification, limite et protection, sont également des volets exploités dans le cadre du fonds Big Data? Alors, pour reprendre un peu les termes de Sophie, effectivement, il y a deux grands types de risques dans l'investissement en action. Je dirais le risque de marché dont a parlé Sophie, le risque de marché, nous, effectivement, on le prend à 100%, dans le sens où on est investi à 100%, ou en tout cas, le fonds a vocation à être investi à 100% en action. Et c'est ce qu'on fait. Donc, on n'utilise pas ni d'instruments, ni d'aucun autre type de protection. Alors, on a un volant de cash, de trésorerie, qui nous permet parfois d'ajuster un peu, effectivement, un risque trop fort. Mais nous prenons ce risque de marché à partir du moment où nous considérons que l'investissement en action représente effectivement un risque. Le deuxième point, sur le risque spécifique, de la même façon, on construit un portefeuille. Et quand on construit un portefeuille, l'idée, c'est d'avoir la plus grande diversification pour justement limiter le risque spécifique à toute valeur. Et dans notre cas, on s'est fixé quelques limites justement pour limiter le risque. Et ces limites, elles concernent des tailles de capitalisation, des tailles de chiffre d'affaires, c'est-à-dire que on est sur une thématique où on va avoir beaucoup de sociétés technologiques. Et comme vous le savez, ce secteur regorge d'entreprises qui naissent chaque jour, de start-up qu'on nous propose. Donc, on fait attention à ça. Et effectivement, on a décidé d'investir au minimum 50% de nos actifs sur des acteurs établis. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous, des acteurs établis? C'est un minimum de taille de capitalisation de 5 milliards de dollars. C'est un minimum de chiffre d'affaires de 500 millions de dollars. Et puis, c'est au minimum 5 ans d'existence, qui nous donne une forme de visibilité et de confiance un peu plus grande. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir dans les startups, mais effectivement, on va limiter notre risque de cette façon-là. D'accord. Alors, ces deux fonds, donc vedettes d'Edmond Rothschild Asset Management, n'ont pas été choisis au hasard. Donc, ce n'est pas pour rien que justement on a voulu aujourd'hui les mettre en avant. Et on rencontre un réel engouement de la part des investisseurs depuis le début de l'année. Justement, donc du coup, on a des performances qui sont au rendez-vous, mais surtout, on a également une collecte. Oui, tout à fait, Imen. En ce qui concerne Income Europe, le fonds a atteint son objectif. Donc, ça, on est très contents, c'est une bonne nouvelle. Quand vous regardez la performance annualisée depuis création, on est au-delà des 4% pour la part A, la part retail, puisqu'on est à 4,2%. Dans un cadre d'une volatilité qui reste maîtrisée autour de 4,5-5%. Donc, le fonds bénéficie aujourd'hui de 5 étoiles Morningstar et d'une collecte depuis le début de l'année de plus de 150 millions d'euros. Donc, le fonds aujourd'hui totalise en termes d'encours 350 millions, enfin bientôt 350. J'ai un peu au-delà. Mais je pense que vous avez raison de l'être. On est à 344 exactement, millions d'euros pour le fonds et ce dans un cadre de marché où les clients, nos investisseurs, on le sent, recherchent de la régularité dans le retour sur l'investissement. Avec en plus justement cet environnement où la volatilité a vocation à monter en fait. Absolument, où le régime de volatilité tel qu'on l'a connu l'année dernière finalement ne semble pas pérenne. Et là, on voit effectivement un retour à la volatilité qui est peut-être même plus sain, peut-être plus normal pour le marché financier qu'on connaît. Alors, performance et belle collecte, ce sont également des mots que l'on peut associer au fonds Big Data, Isabelle. Oui, effectivement. Alors, depuis le début de l'année, le fonds à fin mai affiche une performance là aussi sur la part de distribution de l'ordre de 5%. Donc, en absolu, on est content et en relatif, on surperforme notre indice puisque l'indice MSCI World est à 3,5. Donc, ça, c'est un premier point qui est effectivement très positif. Depuis création, en gros, on va fêter les 3 ans, mais on est à 14% en moyenne annualisée.
Donc là aussi, on est plutôt content. On est parti de zéro, je vous l'ai dit, en septembre 2015 et aujourd'hui, on a un encours de 330 millions d'euros. Et ce n'est que le début, je le souhaite. Et ce n'est que le début et on souhaite également justement que les clients d'EasyBourse soient également en fait, contributeurs de cette hausse de la collecte puisque ces deux fonds sont également disponibles sur EasyBourse, bien entendu. Voilà, donc là, en l'occurrence, on a les en-têtes des fiches valeurs de ces deux fonds, donc avec notamment les codes ISIN correspondants. Et si on va ici, en fait, on a la fiche valeur entière du fonds Big Data, donc avec les différentes caractéristiques. Et on se rend compte que, au-delà des éléments qui rendent compte du portefeuille, on a des éléments justement qui également rendent compte des performances et des risques. Voilà, donc ce sont deux fonds que je vous invite totalement en fait, à regarder de plus près sur notre site. Voilà, donc vous aurez l'ensemble des informations dont vous avez besoin et ça vous permettra en fait, tout simplement de conforter ce qu'on peut vous dire justement, donc à la fois Isabelle et Sophie. Alors, on a des questions. La première d'entre elles, qui se retrouve par deux fois, c'est est-ce que ces fonds sont éligibles au PEA? Alors, je vais peut-être Oui. en profiter pour répondre. Alors, on ne va pas pouvoir l'intégrer dans le cadre d'un PEA parce que vous savez que le PEA, vous devez être investi sur les actions européennes principalement. Et comme l'expliquait Isabelle, c'est un fonds d'actions internationales dont on disait qu'il y avait un peu plus de 50% d'actions américaines. Donc, vous pouvez le trouver dans un compte titre ou dans un cadre de l'assurance vie, mais pas dans le cadre du PEA. Et de la même façon, Income Europe, pour que ça soit intégrable dans un PEA, il faut que ça soit majoritairement en actions. Et là, on venait juste d'expliquer que ce fonds tourne en moyenne à 20%, un petit quart en actions. Donc, ça ne peut pas s'intégrer dans le cadre d'un PEA. En revanche, vous pouvez là aussi l'intégrer dans un compte titre classique ou dans le cadre de l'assurance. D'accord. Alors, on a d'autres questions justement qui sont posées. Une autre question, c'est quelles sont les disciplines de gestion des risques de ces deux fonds? Alors, on y a répondu dans les grands termes. Donc, diversification, règles, justement, en fait, que on se fixe pour un peu, justement, donc, notamment appréhender la liquidité. Et donc, on a dit aussi des protections avec des couvertures sous forme d'options, de futurs ou encore justement donc de CDS, j'imagine, pour les obligations. Oui, on pourrait être en mesure de faire des CDS. Aujourd'hui, on n'en a pas fait dans Income Europe à ce jour. Alors, d'autres questions, je les vois. Donc, une autre, c'est pour Income Europe. Quel est le poids actuel des actions au sein du portefeuille? Alors, aujourd'hui, on a 18% d'actions au sein du portefeuille Income Europe. À savoir qu'après couverture, je vous parlais de la couverture qu'on a initiée au début mai et qu'on a renforcée le 20 mai 2018. Après couverture, on est plutôt aux alentours de 9%, puisque la couverture neutralise 50% de l'exposition action du portefeuille. Donc voilà, on reste constructif sur, bien évidemment, les noms qu'on a au sein du portefeuille, mais on préfère tactiquement, là, couvrir un petit peu le portefeuille, puisque les niveaux de valorisation des marchés actions à ce moment-là nous paraissaient élevés, avec finalement une asymétrie, avec un risque qui nous paraissait un peu plus fort qu'à l'habitude. Donc, on a préféré couvrir une partie de la poche action. Alors, j'ai une autre question qui me demande, est-ce que les droits d'entrée de ces deux fonds sont à zéro? Alors, je réponds. Et la réponse est positive, bien entendu. Donc, nous, on a repéré ces deux fonds. On sait que justement, ces deux fonds sont des fonds qui ont vocation à bien performer. Donc, du coup, en tout cas, on a décidé justement de faciliter cette collecte en les mettant un droit d'entrée à zéro contre, en fait, 3% pour le prospectus. Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas éventuellement si vous avez d'autres questions à nous poser. Donc, sinon, on peut également relayer vos questions, le cas échéant, donc auprès justement de nos trois intervenants. Donc, et pour le moment, en fait, on va les remercier pour le temps justement qu'ils nous ont consacré et leur dire éventuellement peut-être à bientôt. Merci. 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 Au revoir.